Bonjour à tous, bienvenue pour cette première breakout session de la track Machine Learning de la journée. Alors, je suis vraiment très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui et de pouvoir partager pendant ces 45 prochaines minutes des thématiques autour du Machine Learning et de l'intelligence artificielle chez AWS. Moi, je m'appelle Marc Cabossel et je suis architecte solution chez AWS, dédié sur le segment des startups. Donc, j'accompagne en fait les startups sur la France, et mon rôle consiste à essayer de comprendre les problématiques business que peuvent rencontrer les startups et à leur proposer par la suite des solutions techniques sur la plateforme AWS. Aujourd'hui, je serai accompagné de Adrien de la société BlueDME qui vous fera un retour d'expérience de son use case sur la plateforme AWS et notamment autour du machine learning. Aujourd'hui, on est sur une session 100, donc vous avez peut-être vu, mais les sessions elles sont numérotées 100, 200, 300. Donc 100 c'est une session introduction, 200 c'est intermédiaire et 300 on va être plus sur des sessions experts. Donc là aujourd'hui on va parler de thématiques autour du machine learning sans forcément faire des deep dives autour du ML. Alors, les techniques de machine learning, elles sont connues depuis un certain nombre d'années déjà. Il y a déjà des mathématiciens qui ont travaillé justement sur la création des algorithmes et ils n'ont pas forcément réussi à tout de suite développer ces technologies. Et donc pourquoi aujourd'hui il y a vraiment un boom autour du machine learning? C'est pour principalement trois raisons. La première, c'est l'abondance de la donnée. Quand on fait du machine learning et qu'on crée des algorithmes mathématiques, on a besoin d'entraîner ces algorithmes mathématiques sur de la donnée. Donc du coup, le fait d'avoir énormément de données va nous permettre en fait d'avoir des algorithmes qui vont prédire, qui vont faire des prédictions de meilleure qualité. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin de ressources de compute pour entraîner ces algorithmes. Et notamment avec l'arrivée des cartes graphiques, donc des GPU, on a la capacité d'entraîner des modèles beaucoup plus rapidement, alors qu'avant ça pouvait prendre énormément de temps. Et un dernier point qui va être différenciant aussi, c'est l'arrivée du cloud. Puisque grâce au cloud, du coup, on a la capacité de stocker de manière sécurisée et à l'échelle, pour un coût qui peut être moindre, vos données, et d'accéder en fait à des ressources de compute pour entraîner ces modèles à la demande. Donc dès qu'on a besoin d'entraîner un modèle, par exemple, on peut allumer une instance, donc une machine virtuelle, et dès qu'on a terminé, en fait, on peut l'éteindre. Je pense qu'aujourd'hui, le développement du machine learning, le boom autour du machine learning est vraiment lié aussi au développement du cloud. Et 40%, alors ça c'est une statistique qu'on fournit, mais 40% des transformations digitales sur lesquelles AWS travaille inclut en fait de l'intelligence artificielle, du machine learning. Ça va se traduire notamment sur un changement au niveau de l'expérience client, l'expérience utilisateur. Vous avez peut-être déjà navigué sur des sites web où du coup vous deviez interagir avec des chatbots par exemple. Donc derrière des chatbots, il y a des technologies d'intelligence artificielle. Ou si vous êtes dans des équipes commerciales et que vous avez besoin de faire des prévisions sur ce qu'on appelle du forecasting, des prévisions sur sur votre chiffre d'affaires dans les mois à venir, on peut utiliser des technologies de machine learning pour ce faire. Alors pour accompagner du coup les entreprises à faire leur transformation digitale en utilisant du machine learning, nous on souhaite au sein d'AWS fournir à nos clients notre expertise. On souhaite pouvoir partager l'expérience qu'on a acquise au sein d'Amazon en termes de machine learning. Et l'idée, c'est de fournir des services qui peuvent être utilisés par n'importe quel développeur, n'importe quel data scientist. Et la vision, c'est qu'à terme, on n'ait pas besoin de faire un PhD en intelligence artificielle pour inclure de l'intelligence artificielle ou encore une fois du machine learning dans son application. Alors, pour justement partager cette vision, on a une approche qui est unique. Et cette approche, elle va se baser sur plusieurs piliers. On est certainement la most customer-centric company dans le monde. Donc ça signifie en fait que 90% de notre roadmap est basé sur les demandes clients. En termes d'innovation aussi dans le domaine du machine learning, depuis 2017, on a lancé plus de 150 nouvelles fonctionnalités, 150 nouveaux services autour du machine learning. Donc là, je pense que c'est incomparable au niveau du marché. On a un écosystème de partenaires aussi qui va être très fourni, donc qui vont vous accompagner, qui accompagnent les clients à construire leur infrastructure sur AWS.
D'un point de vue data science aussi, donc quand on a besoin d'utiliser, il y a énormément de frameworks en fait qui sont répandus dans le domaine de la data science. Et nous, ce que l'on souhaite en fait, c'est que nos clients aient la flexibilité d'utiliser n'importe quel type de framework. Donc ça, c'est le fait de rendre la plateforme agnostique et elle peut supporter n'importe quel type de framework. Aujourd'hui, pour réussir sa stratégie de machine learning, il ne faut pas uniquement des compétences en ML. Il faut la capacité de stocker, de collecter, de traiter de la donnée. Donc c'est créer par exemple ce qu'on appelle un pipeline de big data, donc vraiment une plateforme qui va vous permettre d'ingérer, de traiter de la donnée, de la consommer, et par-dessus vous allez pouvoir ajouter des services de machine learning. Et grâce à AWS, on a également la possibilité de créer cette plateforme data sur laquelle vous pourrez plugger les différents services qui sont disponibles sur la plateforme AWS en termes de machine learning. Alors, sur cette slide, en fait, là, j'ai essayé de représenter donc, tous les services AWS qui sont disponibles aujourd'hui pour faire du machine learning. Elle est décomposée en 3 parties. La première partie, ça va être, je vais partir du bas, donc c'est tout ce qui est autour des frameworks et d'infrastructures. Là, c'est plus pour les data scientists, mais l'idée, c'est que voilà, les frameworks qui sont utilisés dans le domaine du machine learning sont tous supportés pour la plupart sur la plateforme AWS. Et on a la capacité également d'accéder à des ressources, donc si on a besoin de CPU ou si on a besoin de GPU pour faire l'entraînement de ces modèles directement sur la plateforme AWS. Ensuite, au milieu, on a ce qu'on appelle les services de machine learning pour entraîner des modèles. Donc là, c'est un service qui s'appelle Amazon SageMaker. Et SageMaker est composé de 3 piliers. SageMaker va vous permettre en fait, de créer des algorithmes de machine learning via des notebooks Jupyter, de les entraîner sur votre donnée et ensuite de déployer ces modèles directement en production. Donc SageMaker, c'est un outil qui a été designé pour les data scientists. Donc, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui puisqu'il y a 2 sessions qui sont réalisées par Julien Simon sur SageMaker. Donc si vous êtes data scientist et que vous souhaitez faire du deep dive sur SageMaker, je vous invite à assister à ces sessions. Aujourd'hui, je vais principalement me focaliser sur les services dits API Services. Donc, ce sont les services où, pour la plupart, AWS entraîne des modèles de machine learning et on met à disposition des clients ces modèles de machine learning. C'est ce qui va rendre en fait, simple à utiliser ces modèles. C'est ce qui va faciliter en fait, leur ajout en fait, dans les applications clients, puisque du coup ces modèles vont être disponibles via des appels API. Et donc du coup, quand on est développeur, je dirais qu'on a la facilité de pouvoir communiquer avec des API. Et donc du coup, on peut rajouter dans son application des appels API à ces types de services. Alors, ces types de services ont été classés par catégorie. On va avoir des services autour de la vision, donc des services comme Recognition qui peuvent extraire des informations, des images et des vidéos. On a une deuxième session, pareil, qui fait un deep dive sur Recognition. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce type de service, je vous invite à aller à cette session. Aujourd'hui, on va parler principalement de 3 services. Textract, qui est un service qui permet de faire de la reconnaissance de caractères. Forecast et Personalized. Alors, Textract, c'est un service qui permet de faire de l'OCR. Donc, OCR, c'est la reconnaissance de caractères pour extraire un maximum d'informations textuelles de fichiers PDF ou images. Donc, en termes de fonctionnalité, ce qui va être intéressant, c'est que quand on est sur des services API, on peut utiliser, donc, AWS fournit des SDK pour développer en fait, des applications et pour pouvoir communiquer facilement avec les API fournies par AWS. Donc là, j'ai un exemple de code où j'utilise le SDK Boto3 pour appeler une méthode Analyze Document de l'API de Textract. Donc en une ligne de code, je peux directement interagir avec cette API et extraire un maximum d'informations des documents que je peux envoyer au service Textract. Donc cet Textract, encore une fois, on peut lui envoyer un PDF, on peut lui envoyer par exemple des factures sur lesquelles l'OCR va détecter tous les caractères qui vont être détectés dans le texte. Et en plus de cette détection de caractères, on a une couche, je dirais une surcouche d'intelligence, dans le sens où s'il détecte des tableaux, il a la capacité de restituer dans la réponse de l'appel API ces tableaux. Et de la même façon, s'il détecte des formulaires, il a la capacité d'extraire, par exemple, le nom d'une adresse et d'écrire adresse de point le nom de l'adresse, numéro de téléphone de point le numéro de téléphone. Donc aujourd'hui, Textract, ça va être principalement utilisé pour toutes ces étapes d'automatisation
Voilà, le but, c'est tout ce qui était potentiellement fait manuellement, fait par des personnes. Derrière, on peut l'automatiser avec des services comme Textract. Et en termes de coût, on est sur quelques centimes l'appel API. Et encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a besoin de zéro expertise en termes de machine learning pour utiliser ce type de service. Alors, j'avais un exemple d'une société aux États-Unis qui s'appelle Cox Automotive, qui en fait fournit une solution clé en main pour les concessionnaires automobiles, et donc qui leur permettent de gérer leur inventaire, de gérer les ventes, de faire le marketing. Et donc pour toutes les informations qui étaient liées, par exemple, aux cartes grises ou aux demandes de prêt pour acheter un véhicule, avant il y avait une opération manuelle qui était faite, et en utilisant Textract, du coup ils ont automatisé cette opération, ce qui a permis en fait d'accélérer en quelque sorte le pipeline de vente et donc de satisfaire un maximum les clients. Je vais maintenant parler d'un service qui s'appelle Forecast. Donc Forecast, c'est un service qui est basé en fait sur une expérience qui a été acquise au sein d'Amazon. Et le but de ce service, c'est de faire des prévisions sur ce qu'on appelle des séries temporelles. Donc je vais m'expliquer un petit peu sur ce que sont des séries temporelles et pourquoi faire des prévisions. Alors, il y a plusieurs cas d'utilisation de prévision. Si vous êtes encore une fois une équipe commerciale et qui a besoin de faire une estimation sur le chiffre d'affaires à la fin de l'année, on peut le faire au doigt levé. Ou alors on peut aussi se dire, voilà, j'ai des informations et je vais essayer de les envoyer dans un algorithme qui va faire des prévisions pour me dire dans quelle fourchette je vais me situer à la fin de l'année. Si vous êtes un site de e-commerce et que vous avez une gestion d'inventaire à faire, une planification, ça peut être utile également de le faire. Si vous vendez des produits et que vous souhaitez à peu près déterminer la demande liée à votre produit, on peut faire de la prévision dans ce cas d'utilisation également. Tout ce qui va être lié aux forces de travail, donc à savoir si vous avez besoin de recruter ou non des personnes, on peut faire de la prévision sur ce type d'éléments. Donc ça, ce sont un exemple de cas d'utilisation sur lesquels on peut faire des prévisions. Alors si j'explique un peu ce qu'est une série temporelle, l'idée c'est d'avoir en abscisse le temps. Donc c'est ça qui va être important, c'est cette notion de temps. Et en ordonnée, on va avoir n'importe quelle valeur. Ça peut être le prix, ça peut être le nombre d'objets, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et sur cette série temporelle, l'idée, c'est de pouvoir extraire une tendance. Donc sur ce type de série temporelle classique, on n'a pas forcément besoin de machine learning pour extraire une tendance. Parce que là, c'est même à vue de nez, en fait, on peut générer cette saisonnalité. L'idée, c'est quand on commence à avoir des séries temporelles qui sont un peu plus complexes, à ce moment-là, on va peut-être avoir besoin de machine learning pour justement essayer de faire ces prévisions. Là, c'est très compliqué d'extraire naturellement, visuellement, une tendance. Et ce qui va être important, c'est que dans ce cas de figure, on peut avoir besoin en fait, d'utiliser plusieurs entrées pour justement faire ces prévisions. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations en entrée. Donc là, si on a par exemple la vente d'un produit, on peut rajouter des informations liées à la fluctuation du prix, à la gestion de l'inventaire, les promotions liées au service, pour ensuite faire ces prévisions sur cette série temporelle. Alors, les méthodes traditionnelles, justement, quand les séries temporelles sont trop complexes, n'arrivent pas justement à extraire cette saisonnalité, à extraire ces tendances. Elles ne permettent pas d'avoir l'ajout de facteurs extérieurs, donc de multiples entrées pour faire une prévision, et elles ne fonctionneront pas quand il n'y a pas d'historique. Donc on est obligé d'avoir un historique d'une certaine durée pour pouvoir faire ces prévisions. Et ça, c'était un problème au sein d'Amazon. Donc du coup, on a créé une approche. Donc cette approche est basée sur des algorithmes de deep learning. L'idée derrière le deep learning, en fait, c'est de modéliser un système de réseau de neurones, donc de réseau de neurones du cerveau humain. Et on l'a mis en place au sein d'Amazon pour faire de la prévision sur la demande de 4 produits. Donc ici, on a l'évolution de la demande de 4 produits avec en noir la courbe réelle et en bleu la courbe de prévision. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le troisième slide notamment, la troisième courbe, pardon, on a une gestion des call start, c'est-à-dire qu'on a très peu d'historique avant de faire la prévision, et même avec très peu d'historique, on a quand même la capacité de faire une prévision qui va être similaire à peu près à la courbe réelle. Et si on regarde la quatrième courbe, on va avoir des pics.
Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il faut, quand on fait de la prévision, qu'on soit en capacité justement de gérer ces pics. Et grâce à cette méthode, on a la capacité de gérer également ces pics. Donc ça, ce sont des besoins qu'on avait en interne, parce que voilà, au sein d'Amazon, du coup, on a ces problématiques de savoir quel type de produit va être utilisé ou pas, et donc on a besoin de faire ces types de prévisions. Donc on a décidé d'externaliser en quelque sorte et de rendre disponible notre expertise dans le domaine de la prévision via le service Amazon Forecast. Et donc Forecast va permettre aux utilisateurs de faire des prévisions précises, rapidement et à un coût très faible. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en termes de série temporelle, on a juste besoin de respecter, d'avoir une donnée temporelle, et ensuite on peut mettre n'importe quel type de valeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est le fait que ce soit agnostique aux séries temporelles. Alors si j'explique un peu le fonctionnement, c'est là où ça va être intéressant, parce que du coup on va voir qu'avec votre propre donnée, on peut entraîner automatiquement des algorithmes de machine learning, et vous aurez la capacité de faire des prévisions sur votre donnée sans avoir de compétences en termes de machine learning. Donc du coup, l'idée c'est de prendre une donnée historique, la vente d'un produit par exemple, de rajouter des données corrélées, donc liées à la vente de ce produit, la promotion liée à la compétition par exemple, si vous vendez le même produit, et on va charger ces données dans Forecast. Une fois que les données sont chargées dans Forecast, Forecast va valider que ces données conviennent bien, va valider que ces données peuvent être utilisées par l'application, va faire ce qu'on appelle de l'identification de features, donc il va extraire les informations qui vont être utilisées par les algorithmes, il va choisir automatiquement les algorithmes, il va les entraîner, il va les optimiser, et ensuite il va les déployer via un endpoint API que vous pourrez ensuite appeler via des appels HTTP. Toute cette phase automatisée, c'est ce qu'on appelle de l'auto-ML en fait. C'est le travail qui peut être fait par un data scientist, mais dans ce cas de figure, en fait, il est fait par le service Forecast sur le cas particulier de la prévision. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on a besoin potentiellement de zéro expertise en termes de machine learning pour utiliser ce type de service. Il faut importer sa donnée, et tout l'aspect data science en fait, sera directement fait par le service Forecast. Je voulais présenter aussi un exemple de société qui a utilisé Forecast à l'échelle, notamment Mercado Libre. Donc c'est un site de e-commerce qui est pas mal utilisé en Amérique latine. Fin 2016, ils avaient plus de 175 millions d'utilisateurs. Et en fait, une problématique d'un site de e-commerce, encore une fois, c'est de pouvoir faire une prévision sur la demande liée à un produit. Et donc, ils ont utilisé Forecast pour faire des prévisions sur plus de 50 000 produits différents. Donc, j'ai choisi cet exemple principalement pour montrer que voilà, le passage à l'échelle est également important. Et grâce à ce type de service, on n'a pas besoin de se poser toutes les problématiques opérationnelles, de savoir est-ce que j'ai besoin de configurer du CPU, de la RAM, la scalabilité du service, quoi que ce soit. C'est entièrement géré au niveau du service. Et en plus, on rajoute une couche qui va vous accompagner d'un point de vue data science. Alors, un service qui va également fonctionner de manière un peu semblable à Forecast, ça va être Personalize. L'idée derrière Personalize, là, c'est de faire ce qu'on appelle de la personnalisation, de la recommandation en temps réel pour vos utilisateurs. Alors, en termes de cas concrets, là, on va se positionner, encore une fois, dans le domaine du e-commerce. Donc, si vous vendez des produits, il peut être intéressant, en fonction de la personne que vous êtes, si vous êtes sportif, si vous êtes un homme, de recommander différents types de produits. Si vous achetez par exemple une raquette de tennis, on a la possibilité de dire on va vous proposer une balle de tennis par exemple. Bon, ça c'est trivial comme exemple, mais l'idée c'est de proposer aussi des objets qui vont être semblables. On peut faire de la recherche personnalisée aussi, parce que du coup, quand vous allez chercher un produit spécifique, vous n'allez potentiellement pas avoir le même résultat en fonction de votre profil. On peut faire aussi ce qu'on appelle du marketing personnalisé. Et on verra par la suite que faire du marketing personnalisé, ça peut être intéressant pour ensuite augmenter ses ventes potentiellement. Alors, la personnalisation, c'est vraiment important pour le business pour plusieurs raisons. Ça va permettre d'augmenter l'engagement client. Une fois qu'on a augmenté cet engagement client, quand on a différents types de produits qu'on souhaite proposer à des utilisateurs, le fait de personnaliser et de faire de la recommandation, on va faciliter la découverte de ces produits en fait, pour les utilisateurs finaux. Et une fois qu'on a proposé aux bons utilisateurs les bons produits, le taux de conversion va forcément être plus élevé. Et si le taux de conversion est forcément plus élevé, le chiffre d'affaires, de la même manière, va croître également. Donc pour nous, pour Amazon, c'est vraiment indéniable aujourd'hui que la personnalisation, ça va être un plus pour le business. Un exemple, sur Amazon.com, 30% des pages vues
sont basés sur un moteur de recommandation. C'est-à-dire que quand l'utilisateur arrive sur le site, on va tout de suite lui proposer en fait, des recommandations en fonction de son profil pour que du coup, il soit orienté vers des services qui lui conviennent, des produits qui lui conviennent le mieux. Donc c'est quand même un tiers quasiment des pages qui sont vues sur Amazon sont basées sur de la recommandation. Donc nous, on est persuadés que ça aide le business de faire de la personnalisation. En revanche, je dirais que ça peut être compliqué de mettre en place de la personnalisation qui soit efficace. Et ça pour plusieurs raisons. La première, ça va être le fait que chaque modèle doit être personnalisé. Donc si on a plusieurs produits, si on a forcément plusieurs clients, il va falloir personnaliser ces modèles pour chaque produit, pour chaque client. Il faut essayer de conserver un aspect temps réel quand on fait de la personnalisation. Il ne faut pas justement impacter l'expérience utilisateur. Il faut pouvoir gérer les call start. Donc de la même façon, quand un nouvel utilisateur arrive sur le site, vous n'avez pas forcément d'historique sur cet utilisateur. Donc du coup, il faut avoir la capacité de lui proposer des produits, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur cet utilisateur. Il faut pouvoir éviter ce qu'on appelle le piège de la popularité. Donc là, ce sont des algorithmes basiques qui vont recommander en fait, des produits populaires. Donc là, il y a très peu d'intérêt. Et il faut avoir la capacité de scaler, donc de passer à l'échelle, puisque du coup, on peut avoir des millions d'utilisateurs et des millions d'objets. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Et pour répondre à cette problématique, on a du coup lancé le service Personalize qui va fonctionner de la même façon que Forecast. Donc du coup, on peut travailler sur vos propres données et vous allez pouvoir importer ces données dans le service pour faire des recommandations les plus précises possibles en temps réel et avec peu d'historique. Donc ça va être, c'est vraiment ça l'intérêt numéro 1 du service quand on a, je dirais, très peu de compétences, pour ne pas dire zéro, en termes de data science, puisqu'on peut importer les données dans le service et c'est le service qui va effectuer toute cette partie d'optimisation des algorithmes. Donc si je reprends en termes d'exemple, on peut avoir, si on est sur un site web, on récupère tous les flux d'actualité, donc le nombre de vues, le nombre de clics sur tel produit, qu'on peut envoyer dans le service. On peut également aussi avoir une gestion d'inventaire, donc pareil, en même temps, on va envoyer des informations sur le nombre de produits disponibles, le nombre d'articles qui pourraient intéresser un utilisateur. On peut ajouter des notions démographiques, à savoir le nom d'une personne, l'âge, son sexe. Et toutes ces données, une fois qu'elles seront chargées dans Personalize, il va effectuer les mêmes étapes que le service Forecast pour valider que ces données conviennent bien au service, extraire celles qui vont être utilisées par les algorithmes, choisir les algorithmes. Donc ça, c'est directement lié, c'est directement géré par le service Personalize lui-même. Entraîner les modèles, faire de l'optimisation sur ces modèles et les déployer. Et à la fin, on a un endpoint qu'on peut directement appeler. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce endpoint, c'est ce endpoint API HTTP. On n'a pas besoin de se poser la question de savoir s'il va être scalable, s'il va être redondé ou quoi. Ça, ce sera directement géré par AWS. Alors, il y a un exemple d'un client qui a utilisé Personalize pour justement faire de la recommandation basée sur de la recommandation marketing. C'est Domino's qui justement avait des informations sur certains de ses utilisateurs et quand ils font justement des campagnes marketing, ils essaient de les personnaliser pour que du coup elles soient plus impactantes pour leur business et que l'utilisateur reçoive, je dirais, une liste de pizzas qui puisse lui convenir. Alors, je vais maintenant passer la main à Adrienne de la société BlueDME qui va vous faire part de son retour d'expérience sur AWS et notamment sur la partie machine learning. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors merci déjà d'être là et puis merci Marc pour cette présentation. L'idée de cette deuxième partie en fait c'est qu'on vous présente ce qu'on fait nous avec Amazon depuis 4 ans maintenant chez BlueDME et comment en fait on met en toutes les briques qui ont été présentées, on en fait un assistant virtuel. Alors je ne sais pas si vous connaissez BlueDME. BlueDME c'est une start-up en fait qui a été créée il y a 4 ans. On a la chance d'avoir pu travailler pour des très grands clients dans l'automobile, dans l'assurance et aussi dans l'industrie, sur des problématiques de machine learning et d'intelligence artificielle, notamment sur un vrai projet, c'est créer l'assistant virtuel du vendeur. Voilà, créer l'assistant virtuel du vendeur, comment aider le vendeur dans son travail de tous les jours. C'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui, comment transformer le métier du vendeur grâce au machine learning, grâce à l'intelligence artificielle. Alors voilà, vous avez quelques slides ici. On pourrait noter par exemple qu'on a été aussi sélectionné la semaine dernière dans le challenge comme une des 100 startups dans lesquelles investir parmi nos récompenses. Alors je vais aller directement dans un cas concret.
Le cas concret du vendeur qu'on a équipé depuis quelques temps d'une chose qu'on appelle le CRM. Voilà. On l'appelle le CRM, vous l'avez en haut. C'est un outil qui, selon les directeurs commerciaux, qui, selon les directeurs marketing, va permettre de faire 3 choses principalement. De récupérer de la donnée, donc de faire le data catching, ça c'est la première chose. On va demander au vendeur de récupérer la donnée et de l'insérer dans les bases du CRM. La deuxième chose, ça va être de faire de l'analyse, et donc de comprendre cette donnée, de l'agréger, voilà, d'essayer d'en tirer profit. Et puis la troisième chose, ça va être bien sûr de mettre en place des processus métiers, c'est-à-dire comment faire bien le travail, comment bien mesurer que les commerciaux font le travail. Avec cet outil, ce qu'on pensait, c'est que ça allait être beaucoup plus pratique que le fameux cahier à spirale en fait, que va avoir le vendeur depuis très longtemps, et qui pourrait transformer cette data qu'il avait récupérée lui-même, qu'il avait agrégée lui-même, qu'il avait comprise, en action. Tout ça pour augmenter les KPI classiques de conversion, d'amélioration de la marge ou avoir un parcours sans couture pour le client. La vérité, c'est plutôt ça en fait. Le métier s'est transformé, oui, mais dans la douleur. Le commercial en lui-même, faire du data catching, ce n'est pas son métier. Récupérer plus de données, il ne comprend pas forcément pourquoi. Voilà, on l'a dit, le machine learning, c'est une grosse part de cleaning de la donnée, mais lui, voilà, ce n'est pas son job. Faire de l'analyse, encore moins. Lui, il est là pour sentir, il est là pour avoir le bon discours. Et transformer en action, forcément, ça ne marche pas. Donc notre idée, c'était de se dire, voilà, au lieu de lui laisser tout faire, on va utiliser ce machine learning, on va utiliser l'intelligence artificielle pour lui faciliter son travail au quotidien. Et c'est là qu'apparaît Tony, que vous avez ici. Tony, c'est un petit robot virtuel, on l'appelle nous un assistant virtuel, qui va aider en fait, le commercial dans sa journée à décider de quelles actions vont être bonnes pour convertir. Convertir plus rapidement, convertir avec plus de marge et convertir avec de la satisfaction client. C'est vraiment cette dualité humain plus machine. Et si je reprends un petit peu ce qu'a montré Marc juste avant, ça va être des outils, comme on a vu sur AWS, mais aussi une conscience de personnes qui vont mettre en place ces outils dans le processus de vente, dans le processus en fait, métier, qui va permettre d'avoir des succès et des KPIs intéressants. Voilà, donc vous avez Tony, je vais expliquer un petit peu plus dans le détail ce qu'il fait. Je vais expliquer un petit peu plus avec un de nos clients qui s'appelle Émile Frey France, qui est le plus grand distributeur de voitures en France, plus de 6,5 milliards de chiffre d'affaires, voilà, qui nous a fait confiance depuis plus de 3 ans maintenant, à mettre en place sa stratégie data de bout en bout, c'est-à-dire au début ils étaient assez peu matures, jusqu'à la maturité d'aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à avoir de l'intelligence artificielle en production. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se dire aujourd'hui j'ai de l'intelligence artificielle à tous les niveaux de mon entreprise, jusqu'à mon vendeur de voitures en concession. Alors eux, ils avaient quand même une petite avance, c'est que si on prend leur maturité au début, ils avaient mis en place un CRM et il était bien utilisé. Je ne sais pas si vous connaissez l'automobile, mais le management est un peu serré, du coup le CRM était utilisé. Leur transformation digitale était en cours. Si vous voulez voir, donc Émile Frey France, la marque la plus connue c'est autosphere.fr. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, le deuxième site de vente de véhicules d'occasion en ligne en France. Donc ils avaient déjà commencé leur digitalisation, ils avaient compris que cette digitalisation était importante. Par contre, sur tout le reste, à part le côté vraiment métier qu'ils avaient mis en place, c'était un peu boîte noire. Voilà, personne ne comprenait exactement tous les outils qui avaient été créés. Il y en avait beaucoup, ils avaient fait beaucoup de développement, mais on ne comprenait pas forcément. Il y avait des outils de veille de marché, mais ils étaient assez peu utilisés par les vendeurs qui, eux, pensaient que globalement, leur boulot restait sur ce cahier à spirale, ce fameux cahier à spirale. Et donc il y avait un petit souci en fait, d'aménagement de toutes les briques qui avaient été construites, data, pour en sortir vraiment de la valeur. Alors les objectifs, bon, c'est les objectifs assez classiques. Voilà, augmenter la vitesse de rotation du stock. Il faut que les voitures partent plus vite du parking, facile. Et un taux de conversion qui doit être plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé ? Nous, c'est en fait de mettre en place cet assistant virtuel grâce au machine learning pour enlever toutes les douleurs, tous les pain points du CRM et proposer les bonnes actions à faire pour convertir. Alors, qu'est-ce qu'une bonne action à faire ? Voilà, directement. Je préfère vous présenter le rendu final. On a vu des briques de recommandation, on a vu des briques de forecast, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut rendre à notre métier ? Qu'est-ce qu'on veut rendre à notre vendeur final, nous ? Tout simplement ça. Hop.
une action à faire. Vous avez une personne qui arrive, si on a de l'information sur lui, on veut dire au vendeur, tout simplement, de lui dire, voilà, ce lead est intéressé, cette personne est intéressée par un véhicule, il faut lui offrir une ristourne pour closer la vente. Ça, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à viser grâce à la data. On ne veut plus simplement leur donner des scores de cette personne a 80% de chance de convertir. 80%, 70%, qu'est-ce que ça veut dire? Un vendeur, quand on transforme son métier, si on lui donne ça, il ne va pas comprendre. Avec une simple phrase comme celle-ci, il va pouvoir comprendre. Et ça, c'est ce que nous, on appelle une Next Best Action. Next Best Action, donc c'est grâce à la donnée, et grâce à des algorithmes de machine learning, on va pouvoir faire une recommandation, voilà, si on fait un seul mot, une recommandation d'action en temps réel. Il y a un triptyque qu'il faut avoir en tête, qui est celui que vous avez à gauche, qui est de se dire qu'aujourd'hui, grâce à des outils, on n'a plus vraiment de problème de technologie. On a vraiment plus des problèmes métiers. Notamment, cette recommandation, on veut qu'elle soit data-driven. Bon, jusque-là, tout va bien. On va prendre la donnée, on va faire des actions. Mais on veut aussi qu'elle soit compréhensible, avec le côté explainable AI. On veut que la personne se sente vraiment comme si c'était elle qui avait pris cette action, qui avait recommandé cette action. Et là, c'est ce que vous allez trouver dans le mail qu'on envoie tous les matins aux vendeurs avec cette recommandation d'action. En dessus, vous avez bien sûr le véhicule et vous avez des informations assez simples à comprendre. Voilà. Est-ce que le budget de mon client? Est-ce qu'on a des options, des choses comme ça? Et puis la dernière chose, qui est encore plus présente et encore plus importante, c'est de se dire que c'est du machine learning. Le machine learning, ça va s'adapter, ça va être auto-adaptatif. Et pour ça, on doit pouvoir prévoir de prendre les feedbacks du métier pour les réinsérer dans les algorithmes. Et là, vous l'avez ici, dans le mail. En fait, chaque action qu'on propose, il va pouvoir la refuser. Voilà, il va pouvoir l'accepter ou la refuser. Soit il l'accepte, et donc tout va bien, notre algorithme a été bon, c'était une bonne recommandation. Soit il ne l'accepte pas, il va nous dire pourquoi. Grâce à ça, ça va être des signaux externes, comme on l'a vu tout à l'heure dans Forecast, des signaux externes qui vont nous permettre d'améliorer cette performance et de donner les bonnes actions. Voilà, c'est plus vraiment un problème technologique. Et donc ça, c'est la troisième partie du triptyque, le côté de monitoring. Alors, si je soulève un petit peu le capot, pour rester un petit peu dans la métaphore de la voiture, comment ça se passe vraiment? Comment vous pourriez vous mettre en place ça, mettre en place ce machine learning, cette intelligence artificielle, dès demain, dans votre entreprise? En fait, c'est trois étapes qui sont selon votre maturité. La première étape, et on va prendre le point de vue déjà fonctionnel, c'est de récupérer de la donnée, de la stocker, de créer votre data lake, votre data warehouse, voilà, créer votre base de données avec vos données internes qui sont assez simples à récupérer, c'est-à-dire vos données de site web, vos données digitales, applications mobiles si vous en avez, vos données de CRM bien sûr, parce que vous l'avez mis en place, donc vous avez les données de CRM, et aussi les données de call center. Voilà. Donc vous allez prendre le digital, tout ce qui est physique, et le regrouper dans une base de données. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce qui va être données externes. Voilà. Très apporteuse de valeur, les données externes, tout ce qui va être données de marché. Si on parle dans la voiture, vous allez récupérer les prix de vos compétiteurs, très simplement. Vous avez vu en fin 2018 un problème aussi dans la voiture, la crise du diesel. Il fallait récupérer, il fallait voir ça, il fallait prendre donc, tous les articles qui parlaient du diesel pour comprendre qu'en effet, le prix d'un véhicule diesel allait baisser. Voilà. C'est votre première partie, c'est le socle, c'est la base, le data lake avec toutes vos données. Après, il y a une deuxième étape, et c'est l'étape dont a parlé Marc. Ça va être l'étape vraiment de faire marcher les algorithmes. Alors nous, là, on vous en a présenté trois, voilà, qui sont enfin, un petit peu cœur dans notre solution. Le pricing, pour savoir à quel prix mettre mon véhicule. La recommandation, si jamais un véhicule a été déjà vendu, on va recommander un autre véhicule à notre client. Et puis le scoring. Scoring, c'est tout simplement la probabilité de vente pour un client à 30 jours, à 60 jours ou pas du tout. Voilà, on va dire est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est tiède. On va donner cette information au vendeur. Donc ça, c'est vraiment tous les outils qu'a présenté Marc juste avant. Et puis la dernière, et qui est sûrement la brique d'innovation que les entreprises n'ont pas encore, les deux premières, ça dépend de votre maturité, la dernière, vous l'avez sûrement pas encore, c'est la brique d'assistant virtuel. On va regrouper tout ça pour en faire des actions compréhensibles. Et en fait, d'actions compréhensibles, en fait, vous allez avoir ici tout ce qui va être les devices, on va pouvoir pousser cette action. Donc ça peut être tout simplement du messaging, comme WhatsApp ou Slack, ou alors, comme vous l'avez vu avant, un mail. Voilà, un mail. Derrière, c'est juste un mail, mais tout le travail data qui a été fourni, en fait, il s'est mis dans un mail, parce que le vendeur, il veut juste voir un mail. Voilà, ces trois étapes-là sont très importantes,
Et petit à petit, ça vous permet vraiment d'activer ce machine learning au sein de votre entreprise. Alors si on passe un peu plus sur de la technologie, on m'a dit de pas trop en faire aujourd'hui, mais on va quand même encore regarder un petit peu comment ça marche. Alors, on est sur les anciens logos. Amazon a changé ses logos il n'y a pas longtemps. Alors, on va avoir des technologies de stockage. Donc nous, on est full Amazon depuis 4 ans, bon, vous l'avez compris. Donc full Amazon, ça nous permet d'avoir vraiment cette scalabilité et en fait, on donne tout ce qui est de sécurité aussi côté Amazon. Ça permet vraiment de sécuriser. Tout ce qui est DevOps aussi. Voilà, si on n'a pas de machines qui vont planter, de machines qui vont cramer, non, c'est Amazon qui gère tout ça. Donc le stockage est fait sur la plateforme Amazon. On a du processing, donc ça c'est toute la partie de gauche. Au milieu, on va avoir différentes technologies. Donc du machine learning comme on l'a vu, pour nous en fait c'est une technologie qui est Python, voilà, qui est une technologie assez utilisée aujourd'hui pour le machine learning. On fait du deep learning et on fait aussi tout ce qui va être du traitement de langage naturel, avec notamment Comprehend côté Amazon, voilà, qui est un autre service managé que vous n'a pas présenté Marc. Et puis la dernière partie qui est aussi importante, c'est toute la gestion de cet assistant virtuel. Un assistant virtuel, il doit vous ressembler. Un vendeur, j'en sais rien, dans une concession à Poitiers et un vendeur à Paris avec une concession, ils ne vont pas avoir le même train de vie. Voilà. On doit s'adapter. Pour s'adapter, pareil, on va s'adapter avec du machine learning, c'est-à-dire que pour certains vendeurs, on va leur pousser toutes les actions le matin par mail. Pour d'autres, on va leur pousser en temps réel via WhatsApp. Voilà, c'est des choses comme ça. Et on va apprendre de son comportement. On va apprendre comment améliorer son quotidien. Donc voilà pour les stacks techniques. Et puis si on continue, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir comme KPIs remarquables? Alors la première étape, qui est la première étape de la maturité, va permettre d'avoir plus de compréhension. En effet, pilotage tactique, stratégique, donc ça vraiment assez haut level, amélioré, oui. Les commerciaux sont très contents, ils ont quand même accès à plus de données, notamment si vous faites un data lake, ils auront accès à tous les produits vus par la personne ou des choses comme ça. C'est intéressant, ça reste très qualitatif. Dès qu'on passe au machine learning, là on commence à activer les choses. Là on commence à avoir des KPIs chiffrés. Alors, il y avait une stat tout à l'heure sur 30% de pages vues après la recommandation sur Amazon. Moi, j'ai une stat un petit peu similaire. Sur le site autosphere.fr, après la mise en place de la recommandation, voilà, aussi simple, on a eu plus 10% de leads générés. Voilà. Plus 10% de leads générés, je vous laisse après voir un petit peu le nombre de ventes, mais le taux de conversion n'a pas baissé, donc on a énormément de ventes en plus. Le client l'a très bien pris. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que 30% seulement de notre travail avait été utilisé. On avait fait plein d'algorithmes, plein de choses, mais seulement 30% étaient utilisés. Et c'est là, en fait, qu'on a amené la nouveauté avec l'assistant virtuel. On a continué avec ce machine learning. On a amené ces recommandations, voilà, recommandations, avec, comme KPIs, 13% de diminution de rotation du stock. Une voiture, il faut savoir que ça a vendu à peu près en 70 jours. Maintenant, c'est vendu en 60 jours. Voilà, on gagne 10 jours. Autre KPIs intéressant, face en fait, à l'adoption des vendeurs face à la technologie, 80% des recommandations qu'on fait sont suivies. Voilà, très, très important, c'est-à-dire que le machine learning arrive à convaincre. Et enfin, 65% des recommandations font une vente. Donc en termes de performance, on est plutôt très bon. Voilà, ça c'est vraiment à retenir, ces 3 étapes, avec un passage petit à petit, d'une maturité assez faible sur la data, je récupère ma donnée et je commence à visualiser, je commence à faire des choses. Une deuxième maturité, j'emploie le machine learning pour créer de la valeur. Et une troisième maturité, j'insère vraiment dans les processus. En fait, le machine learning se noie en fait, dans les processus métiers et permet vraiment d'activer le potentiel le plus fort. Voilà. Alors, là, je vous ai dit, voilà, c'est la dernière étape, ce côté intelligence artificielle, transformation des métiers. Alors bon, c'est pas fini. En fait, on travaille énormément aujourd'hui à ce dernier usage. Comment vous, en tant que métier, alors nous, on a commencé sur le vendeur, mais comment vous, en tant que métier, vous allez adopter ce type de technologie, ce type d'assistant. On a eu l'habitude pendant très longtemps d'avoir un assistant pour les PDG, pour les managers, ainsi de suite. En fait, on veut faire exactement la même chose, mais que cet assistant soit virtuel. Donc on travaille énormément sur le machine learning de la dernière partie pour avoir toutes ces capacités. Voilà. Et je voulais finir cette slide par une dernière slide qui est assez simple, mais qui est notre retour d'expérience sur comment mettre en place cela. Quels sont les 4 points clés pour une bonne mise en place d'intelligence artificielle. Alors, la première chose,
c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des process qui sont depuis très longtemps mis en place et qu'on ne pourra pas tout chambouler grâce à l'intelligence artificielle. Ça va nous aider, bien sûr, mais le fait de penser que de la recommandation produit est une bonne chose, bon, ça on le savait avant. Aujourd'hui, on le fait très bien, on l'automatise, on le fait même mieux parce qu'on arrive à ouvrir des opportunités de vente. Mais il faut bien étudier tout ce qui va être les processus dans votre entreprise avant. La deuxième chose, c'est de ne pas réinventer la roue. Voilà. On a présenté des choses sur Amazon. Il y a aussi beaucoup de choses open source qui existent, des librairies open source qui permettent de faire plein de use cases. Il ne faut pas réinventer la roue. Voilà. Si vous avez besoin de faire du traitement d'image, vous prenez le module Amazon. Vous prenez un module qui a été fait en open source, l'un ou l'autre. Vous n'allez pas engager quelqu'un sur 2 ans pour faire de la reconnaissance d'image. Ça ne sert à rien. La troisième chose, c'est de faire très attention, d'être en cohérence avec la maturité. Voilà. Vous ne pouvez pas non plus lancer des process trop complexes trop tôt. Il faut mieux réduire les ambitions, se dire voilà, on va faire simplement un algo de recommandation et puis on va le mettre en place. Alors, au lieu de se dire on va mettre l'algo de recommandation qui va pousser dans un assistant virtuel et puis en même temps l'assistant virtuel va parler à mes clients finaux avec les chatbots. Si on commence là-dessus, ça va être compliqué. L'idée, c'est petit à petit, step by step. Et puis la dernière chose, et ça, moi, ça me tient à cœur parce que ça fait assez longtemps que je suis dans la data, et au début, dans les années 2010, globalement, il y a eu un problème, c'est qu'on a eu un énorme boom autour de la data, qui a fait beaucoup de bien à la data et beaucoup de mal à la data. Beaucoup de bien parce qu'on a eu beaucoup de projets, oui, et beaucoup de mal parce qu'on a oublié une chose, c'était combien ça coûte? Est-ce que c'est vraiment rentable? Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est une suite de la statistique, voilà, c'est une suite du machine learning. Ça reste de l'étude quantitative. Aujourd'hui, on est capable de calculer les ROI. Voilà, je vous en ai donné 2 tout à l'heure dans les slides. On est capable de voir, et je pourrais même vous le donner en argent. Enfin, je n'ai pas le droit, mais on pourra y aller. Voilà, on sait combien ça a rapporté, on sait combien ça a coûté, on sait combien ça a rapporté. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour pouvoir avoir cette idée de là, je vais améliorer petit à petit mes process, tout en gardant en tête que ce que je fais, c'est efficace, et ça permet de créer de la valeur. Voilà, pour moi, ce sont les 4 points importants pour mettre en place de l'intelligence artificielle. Il faut les avoir en tête, il faut les checker avant de commencer, et de partir sur les 3 étapes que je vous ai montrées juste avant. Voilà, je tenais à faire un dernier slide sur l'équipe, juste pour vous dire qu'on a parlé d'automatiser les process. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'accélérer les choses. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'équipe que vous voyez là, c'est notre équipe de BlueDME, et c'est quand même des gens derrière qui vont mettre en place toutes ces briques, qui vont construire tout ça, et sans eux, en fait, notre produit ne serait pas grand-chose, donc je tenais à les remercier aussi aujourd'hui. Voilà. Et je vais laisser Marc continuer et finir la présentation. Merci Adrien. Alors pour terminer la présentation, en fait, je voulais, vous l'avez certainement vu pendant la keynote, mais je voulais parler un peu de Deep-Racer. Donc juste devant le Startup Central et le stand Ask an Architect, il y a un circuit sur lequel en fait vous pouvez prendre une voiture autonome en fait. Donc l'idée c'est que on peut entraîner des modèles de machine learning directement sur AWS. On a un environnement qui va simuler en fait le circuit, sur lequel du coup vous allez pouvoir entraîner ces modèles, et une fois que le modèle a été entraîné, on peut le copier directement sur cette voiture autonome, donc qui est une voiture à l'échelle 1/18e, et le but c'est de faire le tour du circuit le plus rapidement possible. À la fin de la journée, il y aura un vainqueur qui sera déclaré pendant la keynote de clôture, et ce vainqueur en fait aura un ticket tout frais payé pour reInvent l'année prochaine, qui est notre événement qui a lieu à Vegas avec hôtel et tout compris. Voilà, donc du coup, je vous invite à passer au stand Deep-Racer, et du coup, il y a également un workshop qui a lieu à 14 h pour vous familiariser avec ces technos. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à la fin. Alors, juste, les questions, en fait, on les prend à la fin ici directement, et sinon, vous pouvez aussi nous contacter directement sur LinkedIn ou sur Twitter. Voilà, merci et bon summit.